Le ciel nocturne au-dessus des plaines enneigées de l'Alaska était, me semblait-il à l'époque, le plus noir du monde. Pas d'étoiles, pas de lune, juste une vaste obscurité et un vent glacial et coupant. Je me tenais au bord de l'interminable champ blanc et regardais devant moi, vers l'endroit où, selon les rumeurs, se cachait un étrange complexe, comme une ville souterraine creusée dans le permafrost. J'étais mal à l'aise, il y avait trop d'allusions, de légendes et d'histoires effrayantes autour de cet endroit. On disait qu'à l'époque où l'URSS existait encore, de mystérieux scientifiques qui menaient à des expériences dépassant l'entendement humain sont tranquillement installés ici, en territoire ennemi. Le doute et la peur me rongeaient. Tout cela était-il vrai? Mais la curiosité, mêlée au sentiment que je pouvais trouver des réponses, me poussait à aller de l'avant. Cette nuit-là a été le point de départ de l'histoire la plus sombre et la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Je m'appelais André. J'étais un chercheur et un journaliste spécialisé dans la dénonciation d'anciens programmes soviétiques, célèbres ou non. Pendant des années, j'ai recueilli des bribes d'informations sur des installations et des laboratoires partout secrets. Mais même moi, j'avais du mal à croire les rumeurs concernant une base souterraine située quelque part en Alaska. Après tout, le bon sens l'exigeait. Comment les Soviétiques pouvaient-ils s'installer sur le territoire contrôlé par les États-Unis sans que personne ne s'en aperçoive? Cependant, les documents fragmentaires que j'ai trouvés dans des archives délabrées indiquaient obstinément la mention de la zone du Nord et le déchiffrage de certains noms de code indiquant une activité dans la région de l'Alaska dès le milieu du siècle dernier. C'est pourquoi je suis venu ici, pour vérifier la légende et démêler le vrai du faux. J'ai négocié avec des guides locaux, moyennant une forte somme d'argent, pour qu'ils m'emmènent dans une vallée abandonnée qui, d'après les documents, abritait autrefois une sorte d'installation militaire. Mais lorsque nous sommes arrivés au bord de la vallée, ils ont refusé d'aller plus loin, m'ont laissé une partie de mon équipement et m'ont dit de rebrousser chemin. Leurs yeux étaient très inquiets, et l'un des chasseurs aux cheveux grisonnants a murmuré que des esprits maléfiques se promenaient là. Il s'est baptisé et s'est empressé de repartir à travers le voile de neige. Je suis resté seul devant l'océan blanc de glace et derrière moi, le moteur s'est éloigné dans la nuit. Le silence s'est abattu sur tout ce qui m'entourait. Seul le vent sifflait et me poignardait la peau. À l'époque, je ne me rendais pas compte de ce qui m'attendait. Je pensais trouver les ruines d'un bunker et quelques billards rouillés. Mais dès le premier pas, j'ai senti la peur envahir l'air froid. Car si ces rumeurs sur de terribles expériences menées sur des êtres humains, épissage de corps, création d'horribles hybrides, n'étaient qu'une infime partie de la vérité, je risquais de toucher le vrai côté nocturne de la science, le côté désincarné et bestial. Mais la raison m'a poussé à aller de l'avant. J'avais des imprimés de cartes qui disaient « Le système minier est situé à 5-7 mètres sous terre. L'entrée se trouve dans la zone rocheuse. » Des bribes de mots. Hybride, moyen de revivre, projet Franken. Ces références me trottaient dans la tête. Le doute m'a envahi, mais j'y suis allé. Il fallait que je vérifie. Pendant 2 heures, j'ai marché sur le sol vierge, perdant mes repères, maudissant le froid. Les congères s'étendèrent sans fin, jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. Ce n'est que de temps en temps qu'on aperçoit des arêtes de pierres basses qui dépassent de la couverture blanche. Le terrain chaotique rendait le chemin difficile. J'étais sur le point de penser que je devenais fou et que je ne trouverais jamais rien, quand soudain mon pied a heurté un creux et je suis tombé presque jusqu'à la taille dans une crevasse entre les rochers. Lorsque je suis sorti, j'ai regardé de plus près. Il y avait là, sous la couche de neige, une entrée sombre recouverte d'une pile de planches glacées. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une ancienne trappe d'entrepôt ou d'un conduit d'aération.
Je me suis tout de suite souvenu que je cherchais quelque chose de ce genre. Les documents indiquaient que l'entrée principale avait été bouchée depuis longtemps, mais qu'il y avait des sorties latérales pour l'air. C'était peut-être cela. J'ai dégagé les planches glacées avec mes mains et j'ai vu une trappe en fer, rouillée mais verrouillée. J'ai tiré sur la poignée, mais elle n'a pas bougé. J'ai dû sortir un pied de biche et forcer. Le craquement a résonné sous terre, et l'odeur de renfermé et de froid de la vieille pierre m'a frappé le nez. La trappe s'est ouverte à contre-cœur, et j'ai vu un escalier étroit qui descendait, dont certaines marches étaient délabrées et dont le fer dépassait. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et j'avais la bouche sèche, comme lorsqu'on sait qu'il est trop tard pour revenir en arrière, mais qu'on est à bout de souffle. J'ai attaché la corde au rocher et je suis descendu avec précaution, en éclairant le chemin avec ma torche. Le faisceau permettait de distinguer les murs en béton, tachés de moisissures et de longues traces d'eau. J'ai parcouru le couloir en pente sur au moins 20 mètres jusqu'à un sas dont la porte métallique était entr'ouverte d'un demi-centimètre, comme si on avait oublié de la fermer complètement. La peinture rouge s'écaillait, mais je pouvais distinguer les lettres russes. Danger, entrée par laissez-passer uniquement. Mon cœur s'accélère. Il s'agissait bien d'une inscription soviétique sur le territoire de l'Alaska. Je poussai la porte et me glissai à l'intérieur. Le couloir au-delà se prolongeait quelque part, vers le haut. Je sentais le sol humide bruisser sous mes pieds, une couche de vieille poussière mélangée à de la neige. L'odeur était pestilentielle, comme si quelque chose de pourri ou de chimique avait séjourné ici pendant longtemps. La lanterne permettait de distinguer les tuyaux rouillés le long des murs. L'endroit avait l'air éteint, mais je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Après tout, si l'on en croit les légendes, cette installation a été mise en sommeil à la fin des années 80. Qui sait ce qu'il reste à l'intérieur? Et puis, à mon grand soulagement ou à mon horreur, le couloir m'a conduit à une grande salle métallique avec des symboles soviétiques sur le mur. Une étoile pâle et un marteau et une faucille. Je me suis dit, s'agit-il vraiment d'un laboratoire caché? Comment ont-ils réussi à le construire secrètement dans un tel endroit? Mais la confirmation était indéniable. Tout indiquait une origine soviétique. L'écho de mes pas dans le hall vide était effroyablement fort, comme si j'avais pénétré dans la chambre funéraire de quelqu'un. Les murs de la salle étaient couverts de vieilles affiches en russe, en avant vers de nouvelles découvertes, ou « La science est notre force ». Il y avait partout des appareils en mauvais état, des consoles avec une centaine de boutons et d'interrupteurs, des écrans déjà recouverts d'une couche de poussière. J'ai regardé le panneau central. Inscription, section de recherche biologique, section de virologie, section de génétique. Quelque part, il y avait des feuilles de papier avec des textes décolorés, des diagrammes. J'ai vu un dossier étiqueté « Projet hybride 2 », mais quand je l'ai pris, il s'était effrité sous l'effet de l'humidité. J'ai seulement réussi à distinguer les mots « croisement de sujets »,« humains »,« animaux »,« but ». Je n'ai pas compris le reste. Je me suis senti étourdi. Il s'avérait que les rumeurs concernant certaines expériences étaient vraies. Je me suis attardé dans le hall, essayant de comprendre ce que je voyais. Le vent hurlait toujours à travers les murs épais, et il me semblait entendre d'étranges gémissements ou bruissements au loin. Peut-être était-ce le grondement des tunnels souterrains, ou peut-être était-ce mon imagination. Je décidai de continuer à avancer, de m'enfoncer plus profondément, car il y avait d'autres couloirs. Il faudrait que je trouve les archives pour comprendre ce qui se faisait ici. J'ai marché en éclairant les murs. Je suis tombé sur des panneaux. Bloc A, service anatomique. Bloc B, expérience psychophysiologique. Bloc C, stockage. Un des couloirs semblait moins détruit. Je m'y suis donc rendu.
Des morceaux de carrelage jonchaient le sol et une odeur nauséabonde flottait dans l'air. En ouvrant la porte de gauche, j'ai découvert une salle ressemblant à une morgue. Des tables avec des pinces, des armoires de matériel sur les murs et des boîtes en verre transparent où des spécimens avaient apparemment été conservés. Tout était en ruine maintenant, mais je pouvais voir des taches sombres, soit de la rouille, soit des traces de sang. Un frisson me parcourut l'échine. S'ils expérimentaient sur des créatures vivantes ici, je ne pouvais pas imaginer ce qu'ils essayaient d'accomplir. Je m'enfonçais dans la pièce. La lanterne a glissé le long des murs et j'ai soudain vu d'étranges diagrammes de corps dessinés sur du papier jauni. L'un d'eux montrait un homme avec une cage thoracique jumelée, un autre une silhouette à laquelle Fanshawe était attaché des membres courbés, provenant apparemment d'une bête. La légende disait « Expérience 34 ». Le résultat est instable. Plus loin, je voyais des formules, des pourcentages de compatibilité. Je n'en croyais pas mes yeux. Quelqu'un avait-il vraiment essayé d'assembler des parties d'organismes différents? Je me suis immédiatement souvenu de tous les mythes sur les Frankenstein, mais il devait s'agir d'une sauvagerie absolue. Et pourtant, des preuves directes se trouvaient devant moi. Dans un coin, j'ai trouvé une table étiquetée « Matériaux de synthèse ». Une fiole ou un récipient y était posé, avec un liquide trouble qui scintillait à l'intérieur. À l'intérieur semblait flotter un fragment d'os. J'ai reculé de dégoût. J'ai imaginé qu'il y avait déjà eu du travail ici. Des scientifiques en blouse blanche, sous le drapeau de la science ou sous les ordres de leurs supérieurs, travaillant à la création d'hybrides homme-animal, ou peut-être pas seulement d'animaux. Qui sait ce qu'ils pourraient encore attacher à un corps vivant? Je me dirigeais gêné vers la sortie quand j'ai tendu l'oreille. Un bruissement? Ou était-ce juste moi? Je me suis figé, j'ai éteint la torche une seconde. Dans l'obscurité absolue, mon cœur battait la chamade et mes oreilles captaient le moindre son. Mais tout était silencieux. Juste le goutte à goutte de l'eau provenant de quelque part. En rallumant la lanterne, j'ai compris qu'il n'y avait pas lieu de paniquer, mais le sentiment de malaise persistait. Y avait-il des animaux survivants quelque part? Ou pire, des monstres issus d'expériences? C'est de l'illusion, bien sûr, mais dans ce genre d'endroit, l'imagination n'a rien à envier à la réalité. Lorsque j'ai quitté la salle, j'ai erré dans le couloir, en essayant d'être prudent. Je n'ai pas osé ouvrir quelques portes, c'était trop glauque. Enfin, j'ai atteint un ensemble de panneaux indiquant « Bloc F », laboratoire des formes supérieures. Accès réservé aux scientifiques et chevronnés. Les portes étaient plus massives, avec des serrures à code. Naturellement, le système avait été mis hors tension depuis longtemps, et les serrures étaient rouillées. Je me suis efforcé de déverrouiller l'une des portes à l'aide d'un pied de biche. Immédiatement, une odeur encore plus âcre m'a frappé le nez, comme si quelque chose avait pourri ici depuis des décennies, alors que logiquement la coque elle-même aurait dû geler dans le permafrost. Mais, apparemment, l'isolation de la pièce avait fonctionné à un niveau élevé à l'époque, et une certaine température avait été maintenue à l'intérieur. Aurait-il pu rester des zones chaudes à l'intérieur? Derrière la porte, j'ai trouvé un large couloir avec 3 compartiments vitrés. Lorsque j'ai éclairé le premier avec ma torche, le sang m'a glacé. À l'intérieur de la pièce, aux murs de verre brisés, se trouvaient des cages entourées de fils et une table de salle d'opération couverte de sueur séchée. Sur le mur, je pouvais distinguer des marques qui ressemblaient à des égratignures, comme si quelqu'un s'était acharné sur le métal. Une armoire contre le mur du fond était entr'ouverte et des fragments de substances corporelles dans des bocaux couverts de boue apparaissaient à l'extérieur. Un mouvement maladroit et j'ai failli laisser tomber la lanterne. Ces expériences de torture étaient-elles payées plus que de la théorie? À en juger par les environs,
Il détenait en fait des créatures vivantes ici, essayant d'élever de nouvelles espèces. Les brûlures sur les cages indiquaient donc qu'il s'agissait de haute tension ou d'un traitement spécial. Une idée m'a traversé l'esprit. Et si quelqu'un était entraîné à fusionner avec d'autres chairs de cette manière? Cela semble fou, mais ce qui se passait dépassait déjà les limites de la moralité. J'ai alors remarqué, dans un coin de la pièce, une silhouette accroupie qui ressemblait à un être humain, mais à laquelle il manquait la partie inférieure du corps, comme si elle avait été mâchée ou coupée. Peut-être un mannequin ou un épouvantail? En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un cadavre desséché, presque momifié. Mon cœur s'est serré. Le visage, si l'on peut appeler cela un visage, ne ressemblait guère à un visage humain. Une mâchoire énorme, une bouche ouverte, des pommettes allongées, un œil manquant et l'autre flétri, laissant une orbite vide. D'étranges excroissances osseuses étaient visibles dans sa poitrine. Peut-être une tentative pour lui donner une carapace osseuse. J'ai failli tomber à la renverse en essayant de ne pas crier. L'homme de ce laboratoire était-il en train de se transformer en cela? Ce monstre immobile était peut-être le résultat de leur expérience ratée. Respirant difficilement, j'ai reculé. Cette créature était morte depuis longtemps, mais sa simple vue était terrifiante. Cependant, il y avait un autre compartiment devant moi. Il devait y avoir des documents ou quelque chose expliquant ce qui se passait. Rassemblant ma volonté dans un point, je sortis dans le couloir, me dirigeant vers la prochaine paroi de verre. Elle aussi était partiellement brisée, mais il faisait semi-obscur à l'intérieur et l'air était tempesté. J'ai éclairé l'autre côté de la pièce. J'ai vu des étagères sur lesquelles se trouvaient des dossiers et des appareils. Apparemment, les journaux de laboratoire devaient stocker ici. À proximité se trouvaient de grands cylindres métalliques qui ressemblaient à des cryochambres ou à quelque chose qui servait à maintenir les organes en vie. À l'intérieur, c'était l'obscurité. Je tremblais, mais je savais que c'était ma chance de découvrir la vérité. En entrant, j'ai remarqué une table métallique au milieu de la pièce, sur laquelle se trouvaient des agrafes, des seringues et des instruments démontés. Le mur d'en face était griffonné de quelque chose, probablement au crayon graphite. Stop, ils sont devenus plus forts, ils sont vivants. Un peu plus loin, ils reprennent conscience, pas d'échappatoire. L'un des scientifiques a dû laisser des messages dans la panique lorsque les choses l'ont mal tourné. Le tableau est terrible. Les expériences sont devenues incontrôlables et on ne sait pas ce qu'il est advenu des gens par la suite. Les dossiers sur les étagères étaient déchirés et humides, mais l'une d'entre elles, la plus épaisse, avait survécu. Je l'ai prise avec précaution et l'ai ouverte. Son texte était en russe. L'écriture était tantôt dactylographiée, tantôt manuscrite, datée de la fin des années 70 au début des années 80. Objet. Expérience génétique sur la fusion de l'homme avec des tissus animaux. Un projet secret pour le développement d'un organisme de combat spécial. Le document décrit les objets 1, 2, 3. Chacun est un hybride créé à partir d'un donneur humain et d'organes animaux. Par exemple, l'objet 2, 2 têtes humaines et canines fusionnées sur un cou. Fixation des côtes. J'ai serré les yeux. J'ai eu envie de vomir. Ensuite, l'objet 7. Tentative d'implantation d'une moelle épinière supplémentaire à partir d'un gorille. Mes yeux se sont remplis d'horreur et quelqu'un pensait que cela permettrait de créer des soldats parfaits ou quelque chose comme ça. Je tourne les pages, découvrant des descriptions de plus en plus horribles. Objet 10. Signe de contrôle comportemental. Clivage mental. Premier progrès. Sujet 12. Adaptation au gel. Pelage. Mais agressivité incontrôlée. À la fin, quelques de notes. Besoin d'un nouveau donneur avec des gènes spéciaux.
J'ai alors compris qu'il ne se contentait pas de faire de la biologie sauvage, mais qu'il voulait élever une créature capable de survivre dans des conditions extrêmes et dotée d'une force probablement monstrueuse. Et tout cela se passait sous terre, dans des couloirs sombres où personne ne pouvait intervenir. Il est également question d'un scientifique appelé le chef du projet. Le nom de famille a été effacé, seul sur les premières lettres, PRNV. Mais le texte montre que cet homme dirigeait effectivement le laboratoire, qu'il recevait des ordres d'en haut, de Moscou, et qu'il disposait de ressources illimitées. C'est sous sa direction que les actes les plus monstrueux ont été accomplis. Il est également dit qu'il a développé la technologie permettant de réveiller les tissus morts à l'aide de décharges électriques et de sérums spéciaux. Une référence directe à Frankenstein. Et ses expériences allaient jusqu'à rendre les monstres créés imprévisibles. Note finale, un incident s'est produit dans le service. Plusieurs membres du personnel ont été blessés. Une des créatures s'est échappée. Cela n'en finissait pas. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont décidé de mettre l'installation sous cocon et d'abandonner le personnel à son sort. Ou bien, ils ont évacué tout le monde, détruisant toute trace d'eux. Mais je suppose que cela n'a pas fonctionné. Soudain, j'ai entendu quelque chose gronder dans le couloir. Je me suis figé, mon cœur s'est figé. J'ai pris la lanterne et je suis sorti pour regarder. Un morceau de plâtre était-il tombé? Ou quelque chose d'autre? Mais dans l'obscurité, j'ai vu qu'entre les chambres, il y avait une ombre vague qui clignotait et disparaissait. Cela ne pouvait pas être un fantôme, mais je ne pouvais pas bien voir. Et si c'était un animal? Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas le découvrir. Le sang battait dans mes tempes. Je me suis dit, il est temps de sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis retourné, mais les couloirs m'ont désorienté. Je me suis trompé plusieurs fois de chemin. De plus, l'humidité et le froid ont jeté un léger brouillard dans les couloirs, réfractant la lumière des lanternes. Chaque bruissement se répercutait. Une fois, j'ai cru entendre une respiration lourde derrière moi. J'ai regardé autour de moi, personne. Mais la peur ne faisait que croître. Je me souvins de l'histoire de l'un des hybrides qui s'était libéré. Aurait-il pu survivre? 30 ou 40 ans avaient dû s'écouler depuis l'abandon. Mais si certains mécanismes fonctionnaient encore, le gardant au chaud, et que la créature se nourrissait, je ne voulais pas penser à ce dont elle se nourrissait. Du cannibalisme? J'ai tâtonné, essayant de trouver la sortie, mais je me suis perdu. J'ai vu de nouvelles pièces, d'autres laboratoires, encore plus détruits, avec des éclats de verre et des armoires renversées sur le sol. Une fois, il a failli marcher sur un squelette en blouse blanche. La main squelettique semblait se tendre vers la porte, figée dans cette position. Ma bouche s'est complètement desséchée. Dans quelle situation m'étais-je fourré? Soudain, j'ai remarqué une flèche dessinée à la peinture sur le mur et, en dessous, le mot « sortie ». Avec soulagement, je m'y suis précipité, mais en courant, j'ai réalisé que la flèche me conduisait à une porte massive dans un autre secteur. Entrepôt de matière inflammable, pouvait-on lire. Peut-être que les gens qui essayaient de sortir marquaient un chemin. Mais il était clair qu'il n'y avait pas d'issue ici. J'ai avancé, j'ai trouvé un autre panneau à la craie. « We're all doomed, run ! Nous sommes tous condamnés, courez !» Manifestement de la main d'un malheureux. Les poils de ma nuque se sont dressés. Puis j'ai vu la même inscription, mais gribouillée avec du sang. Enfin, j'ai eu la chance de sauter dans un hall familier avec des symboles soviétiques. Il ne restait plus qu'à retrouver le couloir du sas par lequel j'étais entré. Alors que j'expirais dans l'attente de mon salut, un raclement lointain se fit entendre derrière moi. Je me retournai vivement. Au bout du couloir, dans la pénombre, se tenait quelque chose. Une silhouette plus grande qu'une personne normale, peut-être 1 mètre ou 2 de plus. Des épaules de large, des bras démesurément longs. Ma torche distinguait une peau pâle et,
quelque part au-dessus, deux têtes semblaient me dépasser, l'une légèrement inclinée, l'autre relevée. Était-ce vraiment la création réelle de ces mêmes expériences? Avec horreur, je me suis figé. Il s'arrêta lui aussi, comme s'il m'étudiait. Puis, il poussa un grognement sourd qui ressemblait à plusieurs voix à la fois. Je fis un pas en arrière. La créature a tressailli, comme si elle voulait glisser vers l'avant, mais elle s'est figée un instant. J'ai saisi ma chance et j'ai sprinté vers le sas. J'ai couru vers le sas. Mon cœur battait la chamade et la torche rebondissait, révélant des portes rouillées, de la ferraille et un sol gorgé d'eau. Il y avait des flaques partout, c'était glissant. Derrière moi, j'ai entendu des pas lourds et des sons rauques, comme si deux gorges sanglotaient et m'appelaient Gore. Une terreur panique commença à m'envahir, mais je me forçai à continuer d'avancer. J'aperçus enfin la porte du sas, celle par laquelle j'étais entré. Mais elle n'était qu'entr'ouverte, et le mécanisme semblait bloqué. Un grognement se fit entendre derrière moi, plus proche. Rassemblant mes forces, j'ai saisi la porte et j'ai commencé à tirer. Elle s'était forcée de bouger. Les bruitures derrière moi s'amplifiaient comme des gargouillis ou des sifflements. J'avais l'impression que ses pattes étaient sur le point de me griffer le dos. Et puis la porte a cédé. Je suis tombé dans le sas et j'ai claqué la porte. Mais la poignée à l'intérieur était cassée. Il n'y avait pas de serrure. Je l'ai poussée à l'aide d'un pied de biche et j'ai réussi à l'arrêter. J'ai entendu un coup sur la porte de l'autre côté. Celui qui avait fait ça était très fort. Le fer s'est affaissé et j'ai vu quelque chose comme de la salive suintée par la fissure. J'ai reculé. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je me suis précipité vers l'escalier d'où je venais. La corde qui me reliait à la surface était toujours là. Lorsque j'ai vu la faible lueur du jour, où était-ce la nuit? J'ai compris que le salut était proche. J'ai grimpé, agrippant les barres de fer mouillées. Le fer gronda de nouveau derrière moi, et j'entendis un rugissement assourdissant qui me glaça le sang. J'ai finalement atteint la trappe et je suis sorti, manquant de tomber dans la congère. Je me suis empressé de refermer la trappe, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas bien verrouillée. Il l'a recouverte de planches et a empilé la neige qu'il avait réussi à ramasser. J'ai de nouveau entendu quelque chose gronder dans le tunnel, mais il ne s'est pas ouvert. Peut-être que ce monstre ne savait pas comment soulever la trappe ou qu'il ne pouvait pas se faufiler à travers. J'ai eu de la chance. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu reprendre mon souffle. Mes lèvres tremblaient, mes entrailles étaient glacées par la prise de conscience de l'existence de cette créature. Je ne pouvais pas rester dans le froid plus longtemps. Je devais quitter ce plateau. Lentement, tremblant de peur et de froid, j'ai marché à reculons, quelque part vers le sud, là où il y avait des traces des motoneiges des guides. Dans ma tête, j'avais des bribes d'images. Un monstre à deux têtes, de vieux documents, des dossiers sur les hybrides. L'URSS avait donc bel et bien élevé en secret ces hommes monstres dans les donjons de l'Alaska pour en faire des créatures de combat ou des soldats insensibles au froid et à la douleur. Mais le projet a manifestement échappé à tout contrôle et il semble que les monstres aient été laissés à l'abandon dans les catacombes, tuant tous ceux qui s'y aventuraient, ou qui meurent, à quelques exceptions près. Mais d'après ce que j'ai pu voir, celui-ci n'était pas mort, et ses horribles restes et documents n'avaient certainement pas disparu. J'ai marché pendant des heures sans remarquer le vent brûlant. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Dois-je vous en parler ?» Je risquerais de tomber sur des gens qui veulent cacher la vérité. Mais la laisser dans l'ombre, c'est donner une chance à un tel cauchemar de refaire surface. L'étendue blanche scintillait autour de moi et je pensais au nom. Projet hybride 2, tête supplémentaire, organes fusionnés, fonction de combat. Ces pensées me donnèrent le vertige. Le froid pénétrait mes os, me couvrait de désir. Soudain, j'ai pensé
Et s'il y avait d'autres installations souterraines où des choses de similaires ont été tentées. Lorsque j'ai enfin atteint le village, les yeux des guides se sont arrondis d'horreur. Ils m'ont demandé plus d'argent pour mon vœu de silence, juste pour que je ne sème pas la panique parmi les habitants. Mais je n'allais pas parler ici. Il était important pour moi de retourner sur place et d'obtenir des informations. Tout ce qu'il y a à savoir. Je suis parti un moment, mais les souvenirs revenaient sans cesse. Je sentais que je n'avais pas appris toute la vérité. Les documents parlent du scientifique en chef. Que lui est-il arrivé? Était-il en vie lorsque tout a été fermé? Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre étrange. Elle portait une adresse de retour, celle d'une petite ville du Canada. Elle contenait un texte dactylographié, signé en russe. Je suis Nikita V, le scientifique qui dirigeait le projet. J'ai une histoire à raconter. Je n'en revenais pas. Cela signifiait-il que ce même PRNV avait réussi à s'échapper et vivait désormais en exil? Dans sa lettre, il écrivait qu'il se repentait, qu'il voulait révéler au monde la terrible vérité. Il m'a invité à une réunion pour tout expliquer. Je m'en réjouissais car je pouvais obtenir une confirmation. J'arrivais bientôt à l'endroit où l'on m'avait dit d'aller, une vieille maison à la périphérie de la ville. J'ai été accueilli par un homme maigre, avachi, âgé d'environ 70 ans. Il avait l'air hagard. Il y avait des papiers et des dossiers sur la table et des photographies à moitié effacées sur les murs. Il dit à voix basse « Je sais pourquoi vous avez cherché ce complexe souterrain. Ce que vous y avez vu n'est qu'une partie de la vérité. J'y étais le directeur scientifique en chef. J'ai été contraint. Les soviétiques voulaient créer l'arme parfaite. Nous avons essayé l'épissage des tissus, l'injection de sérum. Mais les expériences sont allées trop loin. Des gens sont morts. Et ceux qui ont survécu sont devenus des monstres, ont perdu la raison. Les créatures bicéphales ont été la fin de notre folie. Nous n'avons pas eu le temps de les éliminer tous. Certaines ont été poussées dans les sections éloignées et ont fait exploser une partie des tunnels, mais d'autres ont probablement survécu. J'écoutais, choqué. Le vieil homme tremblait en parlant. J'ai fui lorsque le projet a été annulé. J'avais peur d'être éliminé en tant que témoin inutile, mais ma conscience ne me laisse pas en paix. Je garde les preuves. Il a étalé des photographies d'hommes devant moi. Elle les montrait compris des procédures macabres dans des salles d'opération, des gros plans de corps sur lesquels on avait greffé des membres. Sur les bords, des personnes en blouse, certaines avec une étoile rouge sur la poitrine. Une autre photo montrait un homme dont la tête était déformée et dont la colonne vertébrale était hérissée de pointes. C'était dégoûtant et effrayant. Le scientifique poursuit, les ordres venaient de Moscou. Avancez, ne pensez pas à la moralité. Nous voulions dominer le monde entier, créer des combattants idéaux, capables de vivre dans les conditions de l'Alaska et avec une force frénétique. Mais nous avons perdu face à notre propre orgueil. Les expériences ont échappé à tout contrôle. J'ai demandé « Pourquoi l'Alaska en particulier ?» Il a répondu qu'il s'agissait d'un mélange d'aventurisme et de calcul stratégique. En cas d'évasion du laboratoire, ce sont les Américains qui auraient souffert, et non l'URSS. De plus, il y avait des accords secrets avec des groupes criminels locaux. Il y avait de la corruption. Il n'est pas entré dans les détails, se contentant d'ajouter « Nous avons payé en or et en ressources pour empêcher quiconque d'entrer. Mais quand les choses ont mal tourné, certains membres du personnel sont morts, d'autres se sont enfuis. Ils ont mis l'installation en veilleuse, espérant qu'elle finirait par s'éteindre. À en juger par mes découvertes, tout n'était pas figé. Je lui ai parlé du monstre que j'avais vu. Le vieil homme était devenu encore plus pâle. Il aurait pu devenir plus intelligent. Dans le passé, certains hybrides ont montré des rudiments d'intelligence, bien que déformés. Imaginez depuis combien d'années il erre dans les couloirs vides,
chassant tout ce qui est vivant. Un frisson me parcourut. J'ai demandé pourquoi il n'avait pas tout rendu public. Le vieil homme a esquissé un sourire amer. J'ai peur des représailles. Ceux qui sont derrière ce projet ont les bras longs, même après l'effondrement de l'URSS. Mais je ne veux pas mourir avec ce fardeau. Il me tend un document soigneusement emballé. Voici le rapport principal, une copie de l'ensemble du programme. Prenez-le si vous l'osez. Le lendemain, je me suis réveillé seul dans sa maison. Le vieil homme avait disparu, en laissant un mot. Je suis désolé, je dois me cacher. S'il me découvre, je suis mort. Faites ce que vous pensez être juste. J'ai soupiré. J'avais le rapport qui prouvait l'existence de ces expériences. Mais comment pouvais-je en parler sans me retrouver dans le collimateur de forces inconnues? Décidant de procéder avec prudence, je suis parti en emportant les documents. Cependant, des incidents étranges ont commencé. J'ai été poursuivi par des personnes dans des voitures noires. Mon appartement a été cambriolé. Heureusement, j'avais caché le rapport. J'ai compris que quelqu'un voulait cacher la vérité. Parfois, je croyais voir les mêmes ombres inquiétantes que celles que j'avais vues dans le donjon, mais ce n'était peut-être que de la nervosité. Néanmoins, j'ai rassemblé mes notes, quelques photos et le matériel du vieil homme pour les publier sur des ressources fermées. Je voulais qu'au moins un cercle restreint de personnes, de spécialistes, soit au courant. Au fin fond de l'Alaska se trouve un secret, plus effrayant que n'importe quelle fiction. Des généticiens soviétiques ont créé des monstres à 2 têtes et d'autres horreurs. Et si une seule créature est vivante, elle peut en réveiller d'autres. Peut-être existe-t-il des hybrides congelés. Que se passe-t-il si une organisation décide de répéter l'expérience? Au bout d'un certain temps, j'ai appris un autre fait effrayant. Dans les papiers du vieil homme, il était indiqué qu'il existait un objet X, le spécimen le plus parfait, capable non seulement de force physique, mais aussi d'une sorte de produit Pepsi, affectant l'esprit. Cet objet serait capable de donner des visions aux gens et de les rendre fous. Le dernier rapport affirmait que l'objet X avait disparu, peut-être en se libérant, ou peut-être perdu dans les profondeurs des mines. Cela expliquerait les rumeurs de bruits étranges que j'ai entendus. Peut-être que cette chose erre toujours là-dessous, rendant fous tous ceux qui s'y aventurent. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve aux laboratoires souterrains. Il n'y aura pas de déclaration officielle. Trop de gens veulent courter cacher des pages aussi honteuses. Mais chaque fois que j'entends parler de voyageurs disparus au fin fond de l'Alaska, mon âme se rétrécit. J'imagine que quelqu'un a trébuché dans une bouche d'égout ou était tombé dans des tunnels et que cette créature à 2 têtes l'attend. Ou, pire encore, un objet X doté d'une conscience. J'ai la chair de poule, rien que d'y penser. Ne me prenez pas pour un alarmiste, j'en ai la preuve vivante, ainsi que le témoignage d'un ancien superviseur. Cet homme a admis que, dans leur quête de l'arme parfaite, les communistes ont dépassé les bornes et que leurs expériences sont devenues une parodie de vie. Des humains ont été fusionnés avec des chiens, des loups, des primates, voire des porcs, et l'on dit que des fragments d'animaux exotiques ont été mentionnés à certains endroits. Non seulement des tissus, mais aussi des nerfs et des cerveaux ont été greffés dans le but de créer un second Frankenstein. La parole de nombreux sujets a été coupée et des parties de leur crâne ont été remplacées. Dans les projets, il est écrit que la conscience originelle a été réduite au silence et qu'un hémisphère de substitution a été implanté. Peu de sujets ont vécu pour voir des résultats stables, mais certains ont montré une régénération incroyable. L'horreur devenait réelle. Le vieux scientifique a raconté que les tests étaient également effectués sur des femmes enceintes, auxquelles on injectait des sérums pour tenter d'obtenir des mutants dans l'utérus. Une cruauté monstrueuse. L'équipement semble rouillé,
mais les rapports font état d'un vaste programme soutenu par de hauts fonctionnaires. On a dit que le fait même que le laboratoire soit situé en Alaska n'était pas seulement un camouflage, mais une sorte de test. Le froid, l'inaccessibilité, la possibilité de se cacher de tous, et, probablement, l'idée même de lâcher une telle arme sur les villes américaines voisines, si on le souhaitait, le cas échéant. Mais tous les plans se sont effondrés après quelques incidents, et l'effondrement de l'URSS a finalement mis la croix dessus. Ou presque. Mon histoire peut paraître extravagante, mais je l'ai vue de mes propres yeux, même s'il ne s'agissait que de ruines, des ruines pleines de vestiges, de figures monstrueuses, de preuves du cauchemar de l'ingénierie génétique, et j'ai vu la créature à 2 têtes qui vivait encore, gardant ses maudites couloirs. Sa fin sera-t-elle apaisée? Ou peut-être s'est-elle multipliée au fil des décennies? Ou a-t-elle trouvé un moyen de survivre? Je n'en sais rien. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est l'idée que la technologie qui s'y trouve pourrait à nouveau tomber entre les mains de fous. Je suis également horrifié par le fait que les documents mentionnent les noms personnels de nombreux donateurs et sources de matériel. Il s'agissait de prisonniers, de sans-abri, de prisonniers politiques. Certains ont été livrés secrètement, acheminés par bateau. Selon le vieil homme, il pouvait effectuer jusqu'à une 12aine d'opérations par jour. Le sol local était imbibé de sang et le béton froid avait connu trop de souffrances. Des gens mouraient, devenaient des parties du corps d'autres malheureux. Tout cela pour l'idée fanatique de créer un être parfait. En rassemblant tous ces éléments, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être d'autres bases secrètes. Mais celle-ci est la plus sombre, car quelque chose de vivant y a été élevé. En fait, dans le chaos de la fin des années 80, l'installation a été abandonnée, car on s'est rendu compte qu'il était plus facile d'enterrer le secret. Les monstres ont été autorisés à mourir de faim ou de froid, ou à survivre. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je me souviens de chaque pas dans ce labyrinthe, l'odeur des corps en décomposition, la faible lueur des salles d'opération, les écrits insensés sur les murs. Ils fixent mes dos rêves. Je ne suis plus humain. Nous sommes condamnés. La tragédie de centaines de victimes mutilées par les mains des scientifiques. Et si quelque part sur les étendues de froide de l'Alaska, sous l'épaisseur de la glace et du béton, se trouve encore ce rejeton de Frankenstein, il y aura tôt ou tard des casse-cous qui décideront de s'y rendre. Ou peut-être que des sociétés riches achèteront le terrain, le creuseront. Et alors, ce qui se cache dans l'ombre sortira. Je tremble encore au son du vent, comme un grognement assourdissant. Je me souviens de l'énorme silhouette qui se profilait au bout du couloir, du cou sec sur la porte. J'avais une image en tête, 2 visages à demi-bouche, l'un avec les crocs ouverts, l'autre regardant dans le vide. Quel genre d'esprit avait créé ce corps? Manifestement pas un esprit amical. Je suis heureux d'avoir réussi à survivre et à m'en sortir, mais je ressens une peur constante dans mon âme, mêlée de culpabilité, comme si j'avais ouvert la porte de l'enfer. Et il n'y a aucune garantie qu'elle ne s'ouvrira pas à nouveau. Parfois, au cœur de la nuit, je me surprends à penser « Et si ce monstre, ou d'autres hybrides, avaient réussi à remonter à la surface? S'ils se cachent en hiver, mais qu'en été, à la fonte des neiges, ils sortent de temps en temps, sous le couvert de la nuit. Ils chassent des animaux, peut-être même des voyageurs solitaires. Il est étonnant de constater que peu de gens vivent dans ces régions reculées. Et si quelqu'un a rencontré des créatures effrayantes et l'a attribué à des légendes mythiques, à des malédictions spirituelles, je ne peux qu'espérer qu'une telle folie ne se reproduise pas. Mais je n'y crois guère. La science est toujours en quête de nouveaux horizons, et la morale recule souvent sous la pression de l'ambition. Et même si l'Union soviétique est tombée dans l'oubli, l'idée d'une percée
sur les épaules des victimes peut apparaître dans n'importe quel pays, dans n'importe quel laboratoire souterrain. Mes documents ont été remis à des personnes qui pourront, je l'espère, au moins avertir le monde. Mais cela suffira-t-il? Chaque fois que je vois aux informations des chercheurs ou des touristes disparus dans le nord de l'Alaska, une peur familière s'enflamme en moi. J'entends un murmure. Ils ne sont pas partis, ils attendent. Peut-être s'agit-il simplement de mon traumatisme. Peut-être s'agit-il d'une menace réelle. Au diable les théories du complot. Je deviens moi-même une théorie incarnée, consciente de la réalité du cauchemar. Ce vieil homme scientifique m'a promis un jour de me donner une cassette vidéo prise dans le laboratoire. Mais il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. On dit avoir trouvé une voiture abandonnée avec un bidon d'essence dans les forêts du Nord, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Peut-être a-t-il été enlevé par quelqu'un qui ne voulait pas le révéler, ou peut-être s'est-il tué de désespoir en réalisant l'ampleur de ce qu'il avait fait. Ou, qui sait, tout ce que je peux faire, c'est laisser cette longue confession et la confirmation qu'en Alaska, dans l'une des vallées montagneuses, sous une épaisseur de neige et de glace, se trouve un laboratoire soviétique de monstres. Là, dans des cavernes de béton, se trouvent encore des tables métalliques, des instruments rouillés, des cages métisses mortes et les restes d'hybrides. Et peut-être qu'au moins, une des créatures de continue d'errer dans les couloirs, grondant, reniflant l'air à la recherche d'une proie. En même temps, certaines de traces de papier et certains témoignages montrent que tout était réel, que des gens ont, volontairement ou non, donné leur vie au nom d'une science monstrueuse. Ceux qui l'ont conçue espéraient mais devenir les premiers créateurs d'un homme nouveau. Le résultat, c'est la tragédie, l'horreur et la mort. Si vous me demandiez, Andrei, n'était-il pas préférable de garder le secret? Je vous répondrais non. Je répondrais non. Tout le monde devrait savoir à quel point le chemin peut être dangereux lorsqu'un homme commence à jouer le rôle de Dieu et ne reconnaît aucune limite. Je frémis à l'idée que nous n'ayons pas retenu la leçon. L'avidité humaine, la soif de pouvoir et le désir de posséder des super-armes peuvent avoir des conséquences encore plus graves. Hybrides, corps fusionnés, tête double, instinct prédateur sauvage, ce n'est pas de la fantaisie, mais le résultat de l'absence de conscience. Parfois, je m'assois à la fenêtre, j'admire le coucher de soleil et je me demande, ce monstre à deux têtes ne reviendra-t-il pas un jour? Le retrouverai-je derrière moi quand je dormirai? Je sais que c'est de la paranoïa, mais elle est justifiée. En voyant cette étendue de tunnels souterrains, on peut dire qu'ils s'étendent sur des kilomètres et que les passages peuvent y s'étirer dans des directions inconnues. Peut-être même qu'ils se croisent avec d'autres mines menant à des grottes fondues. Je ne peux que continuer à vivre et à mettre en garde. N'allez pas là. Mais il y aura toujours des amateurs de sensations fortes qui voudront découvrir une conspiration soviétique, une opération Frankenstein ou une expérience dans le désert arctique, comme je l'ai fait une fois. Le pire, c'est que je ne peux pas leur garantir une mort rapide. Ces hybrides aiment apparemment jouer avec leurs victimes. Et si plusieurs espèces de créatures y sont conservées, nous n'avons aucune idée de leur caractère insidieux. L'une des photos montre un hybride doté de tentacules sur le dos, capable de paralyser sa victime à l'aide d'un poison. Qu'il s'agisse d'une description sérieuse ou inventée par les scientifiques, je ne la testerai pas sur moi-même. Une seule rencontre suffit pour comprendre qu'une telle créature ne connaît pas la pitié. La nuit tombe et je termine cette histoire en sentant mes doigts gelés. À chaque bruissement, je sursaute. Et si c'était eux? Mais pour l'instant, ce n'est que le vent qui fait voler la poussière sur le sol. J'essaie de ne pas me regarder dans le miroir, au cas où je verrais le reflet de quelqu'un d'autre. Je suis tourmenté par des souvenirs de projets fous à deux têtes,
de personnes attachées sur la table d'opération et découpées, vivantes. Je me rends compte que tout est dans les rapports et les photos que je conserve. Et si l'un d'entre vous ose penser qu'il s'agit d'un conte de fées, préparez-vous à être choqué lorsque vous rencontrerez le reflet d'une écoutille rouillée au fin fond de l'Alaska et que vous verrez le regard fixe d'yeux inhumains. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire, croyez-le ou non. Mais je sais une chose, dans une lointaine vallée enneigée, il y a cette maudite descente, et derrière ces portes, il n'y a pas la mort, mais quelque chose de pire. Le grincement des dents de fer de la science qui a créé des sous-hommes, des monstres, conçus comme des armes. Et peut-être vivent-ils dans l'obscurité depuis lors, dérivant entre des couloirs à moitié morts, sentant la peur. Et si vous entendez le vent hurler la nuit depuis les montagnes lointaines, vous vous rendrez compte qu'il porte en lui les échos de la souffrance, des cris et des rugissements des monstres. C'est l'écho du laboratoire soviétique, où l'esprit humain a été transformé en une machine de folie. Et rien ne peut réparer ce cauchemar expérimental, emprisonné dans un donjon.